Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par cette pensée quotidienne. Les acteurs de la société civile nigérienne, Munkaila Halidou du SINASEB, également secrétaire général de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page Niger vont passer leur 68e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Lors du dernier conseil de ministres, il a été décidé de la reprise des opérations d'enrôlement biométrique à Niamey, précisément dans les arrondissements communaux Niamey 4 et 5. Une de nos équipes a fait le tour dans quelques centres d'enrôlement. Voici le constat. Après une longue suspension compte tenu de la pandémie du Covid-19, les opérations d'enrôlement biométrique ont débuté ce 25 mai dans les arrondissements communaux Niamey 4 et 5 et c'est là pour une durée de 2 semaines. Dans l'ensemble, tout se déroule comme prévu dans le respect des mesures préventives édictées par les autorités afin de mettre fin à cette maladie à coronavirus. C'est une nouvelle reprise après un long temps de suspension. Donc on constate qu'il y a une diminution de la part de la population électorale qui vient. Les gens ne viennent pas massivement comme auparavant. Donc du coup on peut comprendre que c'est un peu dû à cette pandémie-là. Et du coup maintenant les gens ne sont pas assez informés concernant la reprise de l'activité. Vraiment cette carte-là, l'électorat, c'est une carte très importante. Et que pour une ville capitale comme Niamey, on peut dire que le délai de 2 semaines peut ne même pas être assez suffisant pour enrôler bon nombre de gens. Donc l'appel que je lance, c'est d'inviter aussi vraiment la population à venir massivement pour être enrôlée. Parce que non seulement cette carte est tellement utile, hormis même le côté électoral, mais aussi pour un usage vraiment personnel, parce qu'elle a une validité de 10 ans. Donc on peut dire que c'est vraiment utile, donc les gens devront vraiment venir massivement pour pouvoir s'enrôler le plus tôt possible. Malgré tous les efforts du gouvernement pour un bon démarrage de l'enrôlement, quelques manquements sont constatés. En tout cas, ça s'est bien passé. Et ce qui est bon, ça a été un peu rapide. Seulement, les gens qui enrôlent sont un peu lents, quoi. C'est surtout au niveau de la saisie. C'est comme si les gens qui saisissent, ils ne sont pas trop habitués à la saisie. C'est ce qui prend beaucoup de temps. On est venu, en tout cas, pas beaucoup de difficultés. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde, comme c'est le premier jour, évidemment. Ça s'est bien passé. Comme c'est le premier jour, vous constatez vous-même que le flux n'est pas si important. Mais j'espère qu'avec le temps, peut-être avec certains sous-informés, et demain ils seront informés et le flux sera important. Moi personnellement, je n'ai pas rencontré une difficulté. Seulement avant qu'il s'installe, j'étais venu vers 9h, il n'était pas là. Donc j'espère que ça, je peux le considérer comme étant le va-et-vient. À noter que les arrondissements 4 et 5 de Niamey sont les seuls à ne pas bénéficier des opérations d'enrôlement dans le passé. Pour ceci, la population de ces 2 arrondissements doivent se mobiliser pour se faire enrôler car c'est un droit citoyen. Ce même conseil de ministres a vu la levée de certaines mesures préventives telles que l'interdiction de l'organisation des ateliers et séminaires. Détail dans ce reportage signé Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. Lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement nigérien a décidé de la levée de certaines mesures rentrant dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Ainsi, l'interdiction de l'organisation des ateliers et séminaires s'est vue levée par le gouvernement à la satisfaction du directeur général du tourisme qui appelle cependant la population au respect strict des mesures préventives. Pour le secteur, même si le secteur n'est pas encore
totalement libérée, puisqu'il y a certains secteurs qui ont été fermés dès les premiers jours qui ne sont pas encore ouverts. Mais nous pensons que si la tendance se poursuit, c'est quelque chose qui ne saurait tarder. Déjà, l'assouplissement des mesures, parce qu'elles ne sont pas totalement levées, l'assouplissement des mesures est un ouf de soulagement, parce que l'organisation des séminaires et ateliers était suspendue. Et maintenant qu'on a réouvert cette activité, ça peut avoir des retombées sur le secteur du tourisme, notamment pour les restaurants et les hôtels qui ont des salles de réunion qui peuvent accueillir ces activités-là et offrir les pauses café, pauses déjeuner. C'est déjà un soulagement pour eux. En tout cas, c'est par rapport au temps qui est passé, où leurs activités étaient carrément stoppées, où certains ont été même obligés de déclarer une fermeture provisoire. Maintenant, c'est un espoir qui est en train de se lire. Mais cependant, il faut être prudent pour respecter les mesures, parce que tous ces assouplissements sont accompagnés de mesures qu'il faut respecter, et nous incitons les uns et les autres à les respecter. Les mesures édictées par le gouvernement doivent être respectées afin de lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Vivement donc la levée des mesures restantes qui marquera sans nul doute la fin de la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. Cette journée a vu le jour suite à la création, le 25 mai 1963, de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui Union africaine. La création de l'Union africaine a permis à l'Afrique d'être représentative à l'échiquier international, selon le diplomate Abdou Garba, que je vous invite à suivre un extrait avant de le suivre en partie magazine de ce journal. Je pense que le bilan sur le plan politique, pour moi personnellement, est positif, puisque j'ai parlé tout à l'heure des différentes concertations que nos dirigeants politiques, grâce à l'Union africaine, tiennent périodiquement, que ce soit les chefs d'État, les ministres. Il y a des réunions périodiques qui permettent d'examiner les grands problèmes auxquels l'Afrique fait face. Et ces concertations amènent nos dirigeants à définir des positions communes sur certains problèmes africains et même des problèmes mondiaux. Et c'est grâce, par exemple, à l'Union africaine que, au niveau, par exemple, de l'Organisation des Nations Unies, les États africains ont un groupe des États africains qui, chaque fois qu'un problème se pose au niveau de cette organisation mondiale, ce groupe se réunit et essaye de définir une position commune africaine. Ce n'est pas rien. Et c'est d'ailleurs grâce à l'OIA qu'au niveau des organisations sous-régionales, régionales et internationales, nous arrivons à répartir les différents postes qu'occupent les ressources de nos États, puisque ainsi on sauvegarde une certaine justice, une certaine égalité entre les États. Par exemple, un pays ne peut pas être candidat au Conseil de sécurité, un pays africain, s'il n'a pas été choisi par le continent africain. Et au niveau du continent africain, il y a des sous-groupes. Par exemple, le sous-groupe Afrique de l'Ouest qui choisit ses candidats, qui le propose donc au niveau de l'Union africaine. Et si cette candidature est approuvée, évidemment, c'est elle qui est officiellement déclarée comme candidature africaine au Conseil de sécurité et qui, par conséquent, au moment du vote à l'Assemblée générale des Nations unies, est théoriquement, en tout cas, supportée par tous les États africains. Et c'est pourquoi je pense que sur le plan politique, il y a un autre volet que je ne dois pas oublier, l'Union africaine, donc l'OIA, a contribué à la libération de notre continent. Le diplomate Abdou Garba que vous suivrez en partie magazine de ce journal. Après le mois du Ramadan, nombreux sont les jeûneurs qui peinent à bien s'alimenter. D'autres, par contre, se retrouvent avec des problèmes digestifs. Alors, comment pallier à tout ceci et quel comportement alimentaire doit-on adopter? Élément de réponse avec le nutritionniste Abdul Razak Bello.
Oui, après le mois de carême, effectivement, il y a un certain nombre de conseils qu'il faudrait appliquer. Cette année particulièrement, le ramadan a eu lieu en période de forte chaleur. Donc, et pendant cette période de forte chaleur, notre organisme a subi le fait d'une hydratation insuffisante. Donc, le premier conseil que je donnerais vraiment après cette rupture-là, c'est vraiment de bien hydrater son organisme en consommant beaucoup d'eau, vraiment le maximum d'eau pour permettre à l'organisme de bien s'hydrater. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je donnerai également en cette période-là, c'est qu'il y a une habitude que nous avons acquise pendant le mois de Ramadan, en tout cas dans la plupart des ménages, on remarque une plus grande consommation des fruits et légumes. Et vraiment, c'est une habitude qu'il faudrait continuer à appliquer en cette période de fin de Ramadan, parce que compte tenu de l'importance de ces fruits et légumes. Le troisième conseil que je donnerais, c'est par rapport au fait que après le Ramadan, du fait que pendant le Ramadan, on n'est pas habitué à manger à midi, donc du coup le déclenchement de la faim est perturbé. Donc du fait que pendant le mois de Ramadan, on mange surtout la nuit, donc le déclenchement de la faim à midi est perturbé. Donc il y a beaucoup de personnes après le Ramadan auront du mal à manger à midi. Donc il faudrait savoir provoquer la faim. Et pour provoquer la faim, le conseil qu'on donne souvent, c'est vraiment de faire fonctionner le mécanisme visuel de la faim. Autrement dit, pour les personnes qui ont une perte d'appétit, c'est vraiment d'avoir le repas à côté, d'avoir des repas à côté. Donc ça va petit à petit, ça va amener l'organisme à retrouver son équilibre. Le quatrième conseil également, après cette période de Ramadan, il faudra également éviter de retomber dans les excès. Donc c'est pour cette raison, pour permettre à ce que l'organisme s'habitue progressivement à la pause des repas dans la journée. Donc le conseil qu'on donnera, c'est vraiment de fractionner les repas, autrement dit, de prendre des petits repas plusieurs fois par jour que de prendre de gros repas en une seule fois, parce que là, ça peut entraîner d'autres problèmes, notamment les troubles digestifs. Place à présent à la partie magazine de ce journal consacré à l'interview que nous a accordé le diplomate Abdou Garba sur la journée mondiale de l'Afrique célébrée ce 25 mai. Très bonne réception. L'Organisation de l'Unité africaine, l'OIA, qu'on appelle aujourd'hui l'Union africaine, est née le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie. Je pense que c'est une œuvre de nos dirigeants de l'époque qu'il convient de saluer, puisque c'était un vœu qu'ils ont voulu réaliser en parlant de l'unité africaine. Ils savaient à l'époque évidemment que l'unité ne serait pas immédiate, qu'elle prendrait un certain temps à se réaliser. Mais ce qui est sûr, c'est que l'organisation de l'unité africaine, l'Union africaine aujourd'hui, a permis à nos dirigeants de l'époque et aux dirigeants actuels de se concerter périodiquement et de poser les problèmes au niveau africain. Ce qui évidemment est une bonne démarche pour des pays qui venaient d'accéder à l'indépendance ou des pays qui sont toujours en voie de développement. Je pense que le bilan sur le plan politique, pour moi personnellement, est positif, puisque j'ai parlé tout à l'heure des différentes concertations que nos dirigeants politiques, grâce à l'Union africaine, tiennent périodiquement, que ce soit les chefs d'État, les ministres. Il y a des réunions périodiques qui permettent d'examiner les grands problèmes auxquels l'Afrique fait face. Et ces concertations amènent nos dirigeants à définir des positions communes sur certains problèmes africains et même des problèmes mondiaux. Et c'est grâce, par exemple, à l'Union africaine que, au niveau, par exemple, de l'Organisation des Nations Unies, les États africains ont un groupe des États africains qui, chaque fois qu'un problème se pose au niveau de cette organisation mondiale,
ce groupe se réunit et essaye de définir une position commune africaine. Ce n'est pas rien. Et c'est d'ailleurs grâce à l'OIA qu'au niveau des organisations sous-régionales, régionales et internationales, nous arrivons à répartir les différents postes qu'occupent les ressortissants de nos États, puisque ainsi on sauvegarde une certaine justice, une certaine égalité entre les États. Par exemple, un pays ne peut pas être candidat au Conseil de sécurité, un pays africain, s'il n'a pas été choisi par le continent africain. Et au niveau du continent africain, il y a des sous-groupes. Par exemple, le sous-groupe Afrique de l'Ouest qui choisit ses candidats, qui le propose donc au niveau de l'Union africaine. Et si cette candidature est approuvée, évidemment, c'est elle qui est officiellement déclarée comme candidature africaine au Conseil de sécurité et qui, par conséquent, au moment du vote à l'Assemblée générale des Nations unies, est théoriquement, en tout cas, supportée par tous les États africains. Et c'est pourquoi je pense que sur le plan politique, il y a un autre volet que je ne dois pas oublier, l'Union africaine, donc l'OIA, a contribué à la libération de notre continent. Sur le plan économique, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes assez dépendants de la coopération internationale. Mais je crois que ce n'est pas une raison pour dire que l'Afrique est le dernier continent. Parce que nous avons beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, il n'y a aucun continent, c'est-à-dire européen, américain ou asiatique, qui peut se passer de l'Afrique. Ça, c'est clair. Maintenant, évidemment, c'est à nous de nous organiser pour essayer de mettre en valeur nos ressources et arriver à créer des industries dans nos pays pour augmenter la plus-value que ces ressources nous rapportent. Je pense donc que l'avenir de l'Afrique, si les Africains réellement sont décidés et organisés, je pense que c'est un avenir qui pourrait être radieux. Je pense qu'au niveau africain, nous essayons, vous avez parlé de la monnaie, nous essayons de nous organiser. Je sais que la CEDEAO a pris une initiative dans ce domaine qui malheureusement ne s'est pas encore concrétisée. Notre président d'ailleurs a joué un certain rôle sur ce plan. Mais j'ai entendu parler que récemment, les pays de l'UEMOA veulent remplacer le franc CFA par l'ECO. On attend de voir, évidemment, certaines dispositions qui régissaient le franc CFA ont dû être sans doute modifiées pour qu'il y ait quand même un semblant, pour qu'on ait un semblant de maîtrise sur notre monnaie. Et ce n'est pas facile parce que la monnaie est effectivement un facteur de souveraineté très important pour lequel il faut évidemment se battre pour qu'on arrive à créer une monnaie commune. Et jusqu'ici, l'UEMOA, c'est avant tout les pays francophones. Et il n'y a, si on parle de l'UEMOA, il n'y a pas, le Nigeria ne s'y trouve pas, le Ghana non plus. Et ces pays, le Nigeria surtout, quand en Afrique de l'Ouest on prend une initiative sur le plan politique ou sur le plan économique et que le Nigeria est absent, évidemment cette initiative, qu'on le veuille ou non, est bancale. Mais espérons qu'on va arriver quand même à nous entendre et à faire en sorte que sur ce plan, au niveau des différentes sous-régions, on puisse avoir une monnaie commune. C'est par la suite, parce qu'il faut aller par étapes, que ces différentes monnaies communes peuvent nous amener à avoir peut-être au niveau du continent, en fonction des performances économiques que nous aurons réalisées, avoir une monnaie qui puisse intéresser tout le continent. Maintenant, vous avez évoqué la sécurité, évidemment, et la santé. Même sur le plan sécuritaire, l'Union africaine peut faire quelque chose. Elle essaie d'ailleurs de le faire. Il y a quelques mois, l'Union africaine a préconisé une certaine assistance des pays africains qui sont en difficulté, que l'Union africaine apporte une certaine assistance aux pays africains qui sont en difficulté, en demandant aux États d'être plus solidaires des pays qui sont en conflit. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Maintenant, sur le plan de la santé, c'est d'actualité. On a bien vu cette nouvelle maladie qui est dans le monde entier. On ne sait pas d'où elle a commencé en Chine.
mais on ne sait pas comment est-ce que c'est arrivé en Chine. Mais de toutes les manières, cette maladie prouve que l'humanité est une et que nous avons intérêt, que ce soit au niveau africain ou au niveau des autres continents, à nous organiser, puisque la maladie ne connaît pas les frontières. Et je pense que cette solidarité doit prévaloir entre pays africains, et d'une part, et entre pays africains et pays européens et asiatiques et américains d'autre part, puisque c'est un front commun qui pourrait évidemment vaincre cette maladie. Je crois que le président américain, Donald Trump, évidemment, a ses propres positions. Il a son avis sur pas mal de problèmes. Et il a pu sous-estimer nos chefs d'État, c'est son droit. Il est à la tête d'une superpuissance. Mais je pense que nos chefs d'État font de leur mieux. Et on ne peut pas dire que les mettre dans le même, comme on dit, dans le même sac. Il y a évidemment des chefs d'État qui font mieux les uns que les autres. Et je pense donc que nous avons, même aujourd'hui, des dirigeants qui sont capables d'apporter des changements substantiels dans la progression de leur pays. Et nous avons évidemment, et tous les pays en ont besoin, de la coopération des partenaires étrangers. Je crois qu'aucun pays ne s'est construit tout seul. Et si nous jetons un coup d'œil à l'histoire, même si nous n'étions pas organisés comme pays, nous avons en tant qu'Africains apporté notre contribution à la construction des États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas besoin de donner des détails. Nous avons aussi apporté notre contribution à la construction de la France, de l'Angleterre, du Portugal. Et vous savez pourquoi je cite ces pays. Voilà. Dans ce cas, ce n'est que normal que nous nous attendions à ce que ces pays nous tendent la main dans les domaines où nous avons besoin de leur expertise. Et il n'y a pas que ça. Même au niveau des conflits, l'Afrique a été présente pendant la Première et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons nos anciens combattants, ils sont évidemment tous partis maintenant de la Première Guerre mondiale, mais nous avons nos anciens combattants aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Europe ne s'est pas libérée toute seule. Elle s'est libérée avec la participation de l'Afrique. Et c'est grâce à cette libération que la démocratie est revenue en Europe. Puisque si le nazisme avait triomphé, il n'y aurait pas eu de démocratie en Europe. La jeunesse, évidemment, c'est l'organe, en quelque sorte, ou la fraction la plus dynamique de la population dans un pays. C'est pourquoi elle ne peut pas être négligée, mais il faudra aussi que la jeunesse aussi se prenne en main. Et c'est indispensable. Et les dirigeants ouvrent des perspectives à la jeunesse, mais il faudrait que la jeunesse aussi s'y mette et fasse ce qu'elle doit faire, être bien instruite et avoir aussi une vision de l'avenir qui cadre avec nos réalités. Donc je pense que dans tous les pays, on doit compter sur la jeunesse. Et moi, je suis convaincu que la jeunesse nigérienne aussi sera présente au rendez-vous.